Cette émission est une présentation de Procolor et de Napa. Les pièces, on connaît ça. Cette semaine, à l'émission Passion Auto, on est dans un atelier de restauration de classe mondiale dans la région de Montréal. On va évidemment avoir, comme à chaque semaine, notre petite capsule historique. Mais tout d'abord, on rejoint Johan et son essai routier de la semaine. OK, c'est ça que tu voulais me montrer. Ah oui, regarde ça. C'est assez spécial comme véhicule, hein? C'est quoi cette voiture-là? Ça, c'est une Allure J2X. Ça a l'air vieux pas mal. Écoute, c'est des véhicules qui ont été bâtis, premièrement, disons, période d'après-guerre. OK, mais ça, c'est neuf, là. Ben oui, c'est une version moderne. Et c'est assez spécial parce que le siège social, ou disons, le manufacturier est rendu ici, sur la rive nord de Montréal. Mais écoute, si tu veux en savoir plus, là, on va visiter l'achat, puis on va parler avec le propriétaire. C'est une bonne idée, ça. Je pense que oui. Bonjour, monsieur Allard. Bonjour, bonjour. Un gros merci de nous accueillir dans vos locaux. Si je ne me trompe pas, c'est des véhicules qui ont un design comme d'après-guerre, début 50. Sidney Allard, c'était le concepteur des voitures de 1948 à 58. Il y avait deux modèles qui étaient des voitures de compétition. OK. La série J et la série K. Ça, c'est la série J. OK. Puis ça, c'est la J2X. Alors, ils en ont fabriqué 83 entre 1951 et 54. OK, quand même, début des années 50. C'était des voitures qui étaient vraiment plus dédiées. C'était des roadsters, mais qui étaient plus dédiées à la course. OK. Vu qu'il y avait des contraintes sur l'usage du métal après la guerre, il ne pouvait pas importer des moteurs des États-Unis pour mettre dans sa voiture. Ça fait que presque toutes ces voitures ont été expédiées sans moteur. Ah ouais? Ça fait que les gens qui achetaient ces voitures-là l'achetaient pour y installer les voitures les plus performantes possibles. OK. À cette époque-là, c'était les Cadillac 331 et les Hemi 331. Donc des V8 américains qui ont été venus jumeler une voiture Bon, européenne. Essentiellement, c'est une hybride. OK. Parce que c'est une voiture britannique, un petit peu comme l'AC Ace, là, qui est devenue, par plusieurs générations, une Cobra. Exactement, avec M. Shelby, justement. Puis la bonne connexion ici, c'est qu'une des premières voitures de course de Carroll Shelby, c'était la J2X. Ah ouais? Mais ça, le toit, il était pas... Ça, c'est notre création, création de mes collègues ici. Ici, ça s'ouvre comme ça. Vous, le véhicule, c'est vous, dans le fond, qui avez racheté les droits pour le fabriquer comme tel, ou... Moi, c'est un accident de parcours. Pour mon 50e anniversaire, je suis allé en Angleterre. Je voulais revenir avec une Ensigli 3000. OK. C'était ma voiture, mon dada, là. Je faisais toutes les petites expositions dans les villages, voir si je pouvais en trouver. Il y en avait, oui. OK. Mais il y a une coïncidence vraiment bizarre, c'était... Il y avait des livres d'auto dans des caisses de lait. Puis OK. je suis passé par là, puis dans une des caisses, il y avait mon nom de famille. Alors, je sors ça, puis il y avait une J2X à la couverture. Je dis, ouais, non. Puis je pensais vraiment connaissant des voitures anglaises surtout. Mais celle-là, alors, je n'ai jamais entendu parler de ça. Mais en gros, vous saviez pas que vous aviez de la famille en Europe. Parce que Sidney Allard, ça donne à être votre grand-père? Non, il n'y a aucun lien de famille. J'ai repris le modèle et en fait une version moderne. Fait qu'en gros, c'est votre arrière-grand-père. Il n'y a aucune ligne qui se croise dans les... OK. Fait que, mais il n'y a pas, tu sais, au bout de la pyramide, ça peut être votre famille. Il y a une possibilité. Moi, je voulais vraiment pas entrer dans le monde des qu'on appelle les kit cars. Ouais. Des voitures assemblées avec un... T'sais. Fait que je me suis dit, je veux une voie qui va être homologuée, qui va être sécuritaire et tout ça. Alors, on a changé le châssis au complet. OK. Puis la carrosserie, on a fait beaucoup de modifications. Une des premières modifications qu'on a faites, c'est on a allongé l'empattement de 6 pouces. Le 6 pouces, on l'a pris dans la porte, avec un siège bas qui ne bougeait pas. Le volant qui était 17 pouces, c'était vraiment contraignant avec le garde-feu qui était sous le menton. OK. Alors ça fait un habitacle où on a vraiment beaucoup plus de confort. L'autre
Chose importante qu'on a faite, on a ajouté un coffre à l'arrière. Ah ouais? L'original n'en avait pas. Il y avait une petite ouverture où tu pouvais changer les engrenages pour faire de la course. OK. Mais pour mon marché cible, qui sont souvent des golfeurs, maintenant, notre coffre arrière, on peut mettre 2 sacs de golf à l'intérieur. Et c'est quoi votre moyenne au golf? Je joue pas au golf. OK. Essentiellement, tout commence ici. On peut voir le châssis qui est tout formé. Le métal est coupé par laser, plié, etc. Et ça forme la base de chacune de nos voitures. Le châssis est fabriqué ici. Il est fabriqué ici. OK, fait qu'à partir de la base, là, à partir de Vraiment de la scratch, ça base. commence ici. Ça là. commence ici. OK. Belle structure. Oh my God. Le châssis lui-même a passé beaucoup d'étapes d'engineering pour vraiment avoir un frame qui est triangulé et qui est très rigide. Les carrosseries sont faites dans nos moules ici et on fait aussi nos propres couettes. Les couettes électriques? Les couettes électriques sont faites ici. Bon, on peut aller voir ça. Ben oui. Oui. OK, ça fait du fil, là. Ouais. Ici, on voit une couette électrique du moteur LS3 E-Rod. Wow! Il y a du jus là-dedans. Sorry. Maintenant que vous avez vu ça, peut-être vous voulez aller brûler de la gomme? On peut l'essayer? Ouais. J'aimerais C'est moi ça. qui vais y aller? Oh, oui, je vais y Non, aller. c'est Simon qui va conduire. Pas lui. Faites bien pour lui faire confiance. Voilà. C'est parti. Et... Es-tu content? Encore un affaire qu'il faut que je me déguise. Ben, ça prend le casque et les lunettes aviateurs dans ce type de véhicule-là. Ah oui, mais il n'y a pas moyen de se faire un essai routier normal. Là, il fait à peu près moins 1000. On conduit un auto qui n'a pas de pare-brise. Des Tu bonnes viens années. de Kamouraska. Kamouraska, c'est dans l'est du Québec, c'est pas dans l'Arctique. Les lignes de conduite, je dirais la direction qui est, somme toute, quand même assez précise. On sent vraiment, ouais. Avec un bon vieux V8 dans une anglaise. Ouais, celui-là, dans ce cas-ci, c'est un V8 Chevrolet. Le fameux Ramjet injection, 370 chevaux. Puis écoute, surtout la répartition de poids. 50-50. Ben, exactement, c'est la clé. Quand on veut faire une voiture qui est bien balancée, une voiture avec une bonne conduite saine. Là, tu sais, c'est sûr, là, on a le bras à l'extérieur, mais ce type de voiture-là est vraiment conçu pour avoir le bras à l'extérieur. Voilà, ça c'est assez spécial. Avec le coude à côté sur le bord de la pompe, puis le coude à côté sur toi en plus. Le tableau de bord, il est beau, hein, avec le Hey, stainless est brossé, écœurante. quoi. La finition est écœurante. La Ouais. voiture, là, les matériaux utilisés, il parlait des cuirs, monsieur Allard. Le siège, il est confortable. Là. J'avoue que pour côté confort, là, moi, j'ai aucun problème. Il y a de la place pour les jambes. On va dire que, en termes de pare-brise, là, si tu croises une grosse guêpe, tu l'as direct dans les dents. Lâche ça! Là, malgré la température, là, c'est une méchante belle raille, ça, Johan. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Là, on pourrait reporter ça. Johan. Johan. Il est gelé. Vous le savez, à l'émission Passion Auto, on reçoit depuis quelques années des passionnés d'auto, des collectionneurs, mais vous êtes-vous déjà demandé qui prépare ces si beaux véhicules qu'on voit chez les différentes personnes qu'on rencontre?
Bien, c'est exactement ce qu'on va vous proposer aujourd'hui à l'émission. On va rencontrer Richard Grenon, qui, depuis des générations, refait à neuf, mais vraiment à neuf, des voitures qui vont ensuite aller dans la collection privée de beaucoup de gens au Canada, aux États-Unis et un peu partout dans le monde. Salut Richard! Hey, salut Benoît! Hey, merci de nous accueillir. Écoute, bienvenue, ça fait bienvenue longtemps que je veux venir te voir. Ça fait longtemps que tu n'es pas venu. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu. Écoute, ça fait combien d'années que tu es dans le métier là, maintenant? Minimum 45 ans. Mais qu'est-ce que je dis aux gens? Ça fait au moins 1000 ans que je fais ça. Bien, en fait, ce qu'il faut faire comprendre aux gens, c'est que toi, tu travailles sur la qualité. Parce qu'en une quarantaine d'années, tu as fait quoi? Une soixantaine de modèles? Oui. Donc, c'est pas du travail à la chaîne, c'est pas à grande échelle. Et c'est des voitures que tu remets à l'état de neuve, il faut le préciser. Oui, concours neuf, oui. Parce que tu as quoi? 7 voitures qui se sont présentées du côté de Pebble Beach, là, qui est la référence presque mondiale en termes de concours d'élégance. On a encore une ouverture à chaque année à Pebble Beach. On a une invitation à chaque année. Ça dépend si tu vas avoir la voiture ou non, mais on a une invitation à chaque année à Pebble Beach. Comment on devient restaurateur automobile? Ça prend une folie énorme. Mais ça prend une passion, Parce que ce qu'il faut dire aux gens, c'est que tu fais tout sur les voitures, là. Parce qu'il y a des spécialistes de mécanique, il y a des spécialistes d'esthétique, il y a des gens qui sont très bons pour refaire une carrosserie, la peinture. Toi, tu prends la voiture et si la pièce n'existe pas, tu refais la pièce. C'est vraiment du détail. 2-3 ans sur une auto, c'est pas rare chez toi. Non, c'est pas rare. Si tu me parlais des projets au fil des ans que tu as, des projets qui t'ont marqué, des modèles que dis ça, là, ce modèle-là, moi, c'est resté comme une référence. Il y en a plusieurs. Il y en a peut-être trop. Parce qu'on est chanceux ici. C'est qu'on a fait des voitures très rares. Des voitures qui ont été fabriquées à une quantité, ou bien 12, ou bien 16, ça veut dire c'est très, très rare. Ouais. Bon, tu as une Chrysler 1931, entre autres. 31 Impérial qui a été faite en 3 exemplaires. 6 000 heures que tu m'as dit que tu as mis Oui, c'est la première voiture qu'on a faite, moi et Nicolas, mon fils. Puis on a 6 000 heures. On avait 6 000 heures là-dessus. Ouais. Puis là, on a une voiture qui appartenait à Champlain-Charest, ici, 512 BB, que ton fils, Nicolas, a retrouvé du côté de l'Ontario. Oui. Puis que vous faites pour un client américain, là. Non, un client canadien. Un client canadien, OK. Un dentiste de Varennes. Ah, OK. Oui, Nicolas, c'est la voiture qu'il avait commandée. Puis Nicolas, il avait trouvé ça. Ouais. Donc, il y a une partie des voitures, finalement, que vous trouvez. Oui. Si on regardait le processus, tu as un atelier de peinture, tu fais la peinture, tu as de l'atelier de restauration. Chef mécanicien de métier. Chef mécanicien de métier, j'étais chef mécanicien pour Mazda. Donc, toi, la mécanique, c'était ton domaine au départ. Puis, très jeune, j'étais le troubleshooter pour Mazda Canada. Ah oui, ça, c'est les mécaniciens d'élite c'est ça. qui connaissent trouver les problèmes détails. sans changer les pièces, trouver le problème avant de changer la pièce. OK. Ce qui n'existe même pas encore aujourd'hui. Oui, il y a quelques gages. Donc, tu avais déjà ce côté méticuleux. Très têtu de trouver le problème avant de changer la pièce. Puis là, tu as transporté ça dans tous les aspects du métier. Oui, c'est ça. Bon, si tu le permets, pour la question visuelle, on va aller voir ce que tu es en train de faire sur une Dino. Oui. Tu as une Dino, on va amener les gens à voir ça. Absolument. Bon, Richard, explique-nous qu'est-ce qu'on a devant nous exactement ici. Là. Bien, c'est un dash de Dino Ferrari. OK. C'est celle qui est derrière nous, là. Oui. OK. Que les gens avaient recouvert matériel qui n'était pas original. Donc, on a tout refait avec du matériel original. Donc, toi, tu fais venir ça avec les détails de l'époque. Évidemment, c'est le bon tableau de bord. On voit une machine à coudre. Oui. Tu fais ta couture toi-même, tu as ton fil et tu refais ça à l'original. Oui. Et toutes tes voitures sont toujours qualité concours. Donc, est-ce qu'on a des normes spécifiques à respecter quand on refait un véhicule comme ça, si on le présente, par exemple, dans un concours d'élégance? Le modèle, puis les détails. Quand on rouvre
Tous les détails. Ah oui, OK. Ouais. Donc, ça, c'est une partie, mais c'est la même chose pour refaire les sièges, refaire le plancher. Absolument. OK. Absolument. Donc, tous les détails y passent. Ouais. Évidemment, c'est dur de mettre un prix sur une restauration parce qu'il n'y a pas une restauration qui est pareille. Ouais. Mais si on veut prendre, mettons, une voiture qui est complète, là, qui arrive avec tous ses morceaux, mais qu'on doit refaire, on peut s'attendre à quoi à peu près là, comme prix? Bien, écoute, on a tout le temps un minimum pour une restauration complète. On a un minimum de 2500 à 3000 heures. OK. Ça, c'est... Tu as 4000 heures quand tu as des problèmes, que la voiture, c'est pas toi qui l'as démontée. Puis, il y a les pièces qui manquent. C'est là que 1000 heures de plus, ça arrive assez vite. Oui, puis évidemment, le coût des pièces qu'on doit fabriquer, ça rentre en ligne de compte C'est aussi. ça. Parce qu'il y a certains modèles, tu me parlais des voitures d'avant-guerre que tu as déjà fait. On oublie ça, trouver une pièce. Là. Ces pièces-là n'existent plus. Là. Écoute, Richard, on pourrait en parler pendant des semaines, mais je trouve ça le fun que tu nous aies invités chez vous. Merci beaucoup. C'est bien gentil. Puis là, on va prendre 2 minutes pour aller parler avec Nicolas, qui va nous parler de son rôle, parce que vous travaillez beaucoup ensemble. Oui, oui, absolument. Alors, la famille Grenon compte 2 membres qui travaillent fort à restaurer des voitures. On a Nicolas avec nous. Salut, Bonjour, Nicolas. Merci. plaisir. Nicolas, tu es avec ton père depuis quelques années. Oui. Puis, il me disait à la blague, il dit, lui, c'est le jeune, c'est le nouveau, c'est lui qui va chercher les voitures plus récentes. Oui. C'est quoi ton rôle? Comment ça fonctionne? Puis, comment est-ce qu'on trouve des trésors comme ceux-là sur le marché? C'est des contacts, c'est de garder contact avec plusieurs personnes qui connaissent ces voitures-là et de parler aux plusieurs clients. Des fois, ils veulent en vendre, des fois, ils veulent en acheter. Oui. Fait que des fois, tu peux en changer les voitures entre clients. Donc, est-ce que tu as profité un peu du réseau de ton père au fil des années pour Oui, aller chercher exactement? Sûrement, du réseau de mon père, mais quand on était à plusieurs événements, quand j'étais jeune, Ouais. je parlais à plusieurs personnes, je gardais le contact avec eux. Fait que ça grandit de année à année. Puis j'imagine qu'elle a des endroits comme un Hershey ou comme ouais. Pebble Beach Pebble ou Beach, très gros. les Amelia Island. Je pense les Très endroits où important, on ouais. retrouve, c'est ça, on voit là, des contacts, parce que je sais que vous vendez beaucoup aux États-Unis. La plupart, oui. La plupart, même du côté de l'Europe. Donc, c'est des gens que vous allez voir là qui souvent vont... C'est du Échanger. bouche-oreille. Toujours bouche à oreille. On fait pas beaucoup d'advertisement pour les voitures. Donc, sachez que pas loin de Montréal, Ouais. il y a un atelier de restauration de classe mondiale. Alors, je suis content de vous l'avoir présenté. Merci, Nicolas. Plaisir. Très gentil. Bon, écoute, j'ai essayé de faire un compound. OK. C'est ça qui n'a pas super bien été. OK, OK. T'as-tu des trucs pour moi? C'est un procédé qui est quand même compliqué. Faites affaire avec des professionnels. Il y a une multitude de produits. Ces produits-là sont abrasifs. Parce que j'ai remarqué que moi, l'épaisseur de ma peinture n'était pas super épaisse. Non. Ce qui peut arriver, c'est que si, exemple, on a une graphing à polir sur ce véhicule-là, puis on vient polir, puis on est plus ou moins habitué à faire du polissage, puis on reste à la même endroit pour dire la graphing, là, je vais la faire partir. Mais ça se peut qu'on se retrouve à tellement faire chauffer la tôle OK. Fait que là, c'est on en- traverse les étapes et on va aller chercher le fond qu'on appelle dans notre domaine. C'est qu'on va aller chercher le primer d'origine. C'est la Est-ce que même. je peux me pratiquer sur ta tête avant un véhicule? Ben, c'est toujours préférable. là. Sur la tienne, c'est pas le plus compliqué. Là. Ben, mettons, je veux me pratiquer. T'as-tu un endroit? Ben ouais, viens, Yoann. Ouais, OK. Ben ouais. Ça, c'est mon projet. Tout un projet, Yoann. Ouais. Fait que donne-moi 2 heures. Avec les conseils que tu m'as donnés, je te remets ça comme un œuf. Exceptionnel. Et voilà. Wow! Hein? C'est ce qu'on appelle chauffer la peinture, ça, mon Yoann? Je dirais chez Procolor la prochaine fois. Aujourd'hui, dans nos capsules historiques, on va parler d'une invention moderne, mais dont les origines remontent quand même à assez loin, et je parle des freins ABS.
Ben, c'est Karl Wessel, un Allemand, en 1928, qui a en fait jeté les bases du premier système ABS mécanique, à l'époque qui était uniquement en roue arrière. Ça n'a pas été produit sur aucun véhicule, mais la compagnie britannique Dunlop a repris l'idée et a travaillé le système pour les avions. Le succès qu'ont connu les systèmes ABS dans les avions a inspiré l'industrie automobile et c'est la compagnie britannique Jensen, avec la Jensen FF, qui a été la première compagnie automobile à introduire un système de freinage ABS aux roues arrière en 1966. Après l'implantation des premiers systèmes ABS du côté de chez Jensen, l'industrie automobile américaine s'en est inspirée. En fait, Ford, dans les années 70, a eu un système qu'on appelait le SureTrack et GM a eu deux systèmes, le TrueTrack et le TrackMaster. Contrairement à la croyance populaire, ce n'est pas Mercedes-Benz qui a introduit le premier système ABS aux 4 roues, mais c'est bien Chrysler dans les années 70. On appelait ce système-là SureBrake. On avait mis ça sur le Chrysler Imperial, sauf que le prix était assez élevé, donc ça a rapidement été abandonné par Chrysler parce que littéralement personne n'en voulait. C'est uniquement dans les années 80 que Mercedes est arrivé avec des freins ABS aux 4 roues. Évidemment, les acheteurs de Mercedes sont des gens qui sont financièrement plus à l'aise et à partir de 1984, on a littéralement standardisé la fonction des freins ABS sur tous les modèles Mercedes. Après Mercedes, plusieurs constructeurs automobiles ont progressivement embarqué les systèmes ABS au début en option. Ça a pris un certain temps avant d'avoir une acceptation du public à cause du prix qu'on devait payer. Mais évidemment, avec le nombre de voitures qui en avaient, la technologie qui s'améliorait et le nombre de pièces disponibles, on a progressivement diminué les coûts. Et aujourd'hui, les freins ABS, ça fait partie des éléments de sécurité d'un véhicule, d'à peu près tout ce qui roule sur la route. Et voilà, ça complète notre émission pour cette semaine. Merci d'avoir été des nôtres et évidemment, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut! Cette émission était une présentation de Procolor et de Napa. Les pièces, on connaît ça. La semaine prochaine, à l'émission... Fait que là, tu me dis qu'il y a une Mustang là-dedans. Là, tu penses la sortir comment? On va souffler. Ben oui, souffler. En fait, c'est un moteur 390 de camion. Ah oui? Il a été stroké à 462 pouces cubes. OK. Qui développe pas mal de HP maintenant.